Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints ce matin, ce midi pour ce nouveau 30 minutes avec sur les débuts de la pédopsychiatrie, avec une exploration de la neuropsychiatrie infantile avant 1968. Et nous avons la chance pour parler de ça, de recevoir le professeur Hugo Père, qui travaille avec nous et qui est aussi donc à la pédopsychiatre à Montpellier. Hugo, je te laisse la main. Donc 30 minutes de présentation et ensuite 30 minutes de questions. Donc je te laisse Merci, bonjour compléter ta Marie. présentation. Merci. Merci Marie, bonjour à tous. Effectivement, je travaille comme pédopsychiatre au CHU de Montpellier en tant que praticien hospitalier dans le service du professeur Bagdali. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un travail de recherche en histoire qui explore les origines de la pédopsychiatrie et plus particulièrement la période de la neuropsychiatrie infantile, autrement dit la pédopsychiatrie avant 1968. Mon objectif est d'étudier cette profession, ses pratiques et les valeurs qui l'ont guidé, à la fois sur le plan éthique, c'est-à-dire ce qui est considéré comme étant bon, et aussi sur le plan épistémique, c'est-à-dire ce qui était perçu comme vrai. La pédopsychiatrie, comme vous le verrez, et certains d'entre vous le savent déjà, est une discipline qui a connu d'importantes transformations au cours du XXe siècle et qui a été profondément influencée par les contextes politiques, sociaux et intellectuels. La pédopsychiatrie est une discipline jeune. Elle acquiert sa légitimité politique lors du premier congrès international de psychiatrie infantile qui se tient à Paris en 1937. Ce congrès est structuré en trois grandes parties qui regroupent bien les domaines d'activité. La première concerne la psychiatrie générale. Donc, il y a des quartiers pour enfants dans les asiles, mais ils intéressent assez peu les médecins. Et on va voir que c'est à l'extérieur de l'asile que va se développer la pédopsychiatrie à cette époque. Donc, la deuxième section concerne la psychiatrie scolaire. Dans l'entre-deux-guerres, il y a de nombreux dispensaires d'hygiène infantile qui vont se développer, qui vont reprendre le maillage territorial des centres de lutte contre la tuberculose. Et ces dispensaires s'inscrivent, comme je le disais, dans le mouvement hygiéniste et de protection de l'enfance de la Troisième République. Vous verrez que le terme hygiène est présent sur tous les dossiers, puisque je vais vous présenter des matériaux bruts d'archives dans cette présentation. Donc ces centres, ces dispensaires étaient particulièrement dédiés aux enfants avec des difficultés scolaires et j'ai étudié l'un d'entre eux qui était situé dans le 15e arrondissement, le centre La Crételle. Un troisième domaine de développement, qui faisait l'objet de la troisième section du congrès, concernait la psychiatrie juridique, puisque pour une bonne part, la neuropsychiatrie infantile s'est structurée autour des activités d'expertise pour les mineurs délinquants à cette époque. Et j'ai eu la possibilité de travailler sur le fonds d'archives de la prison de Fresnes, qui avait un quartier pour mineurs, et c'est ces résultats que je vous présenterai également. En introduction, Jean Geuillère est indiscutablement le patron de la profession, dont il a structuré les activités cliniques et de recherche, depuis la clinique annexe de neuropsychiatrie infantile créée en 1925 au sein du patronage Rollet, qui a été ensuite déplacé à Necker, puis à la Pitié-Salpêtrière. Jean Geuillère avait un intérêt marqué pour les mineurs délinquants ainsi que pour les enfants avec des difficultés scolaires. Sa thèse, Enfants anormaux et délinquants juvéniles, est soutenue en 1914 lorsqu'il exerce dans le service d'Ernest Dupré à l'hôpital Sainte-Anne. Il y avance, entre autres, que 80% des mineurs délinquants ont une pathologie psychiatrique, qui est un chiffre qui va permettre la pénétration de la pédopsychiatrie dans le champ judiciaire. Au cours de la période de la neuropsychiatrie infantile, la profession va acquérir une grande légitimité scientifique par de nombreuses publications dans des revues, la création de revues scientifiques, et Jean Geuillère va œuvrer à l'expansion de la pédopsychiatrie hors de l'asile, dans le champ scolaire et le champ judiciaire. Dans la partie droite de la diapositive, vous pouvez voir ce que j'ai nommé le cercle de Jean Geuillère, c'est-à-dire à la fois ses disciples, mais ses plus proches collaborateurs. Hein, certains sont connus comme Théodore Simon du test Binet-Simon, etc. Pour formuler mes hypothèses de recherche sur ce travail d'histoire, je me suis fortement inspiré de travaux réalisés en psychiatrie adulte, en histoire de la psychiatrie adulte, et en particulier l'ouvrage de Jane Goldstein, Consoler et classifier, qui a retracé l'histoire de la psychiatrie adulte depuis le XVIIIe siècle, avec une approche à la fois de sociologie des professions, mais également d'épistémologie des sciences. Je reprends à son ouvrage le terme de cercle pour parler des disciples et collègues de Jean Geuillère. Jane Goldstein a très bien décrit le rôle des cercles de Pinel au début du XVIIIe et d'Esquirol
au début du 19e pour la structuration de la profession au niveau national. Alors, un point qui est important, c'est qu'au 19e siècle, la France est au cœur du développement de la sémiologie et de la nosologie en psychiatrie adulte. Plusieurs générations de médecins vont décrire les désordres de la vie mentale avec beaucoup de curiosité, mais ces médecins n'avaient quasiment aucun intérêt pour les troubles psychiatriques des enfants et des adolescents. Alors, c'est un aspect que je ne vais pas développer dans cette présentation, mais il me semble bien illustrer la manière dont l'histoire de la pédopsychiatrie doit se comprendre de manière plus générale dans une histoire de l'enfance. Leur valeur sociale aux enfants était moindre qu'à l'heure actuelle, probablement en lien avec une mortalité infantile élevée. Jane Goldstein a montré comment la profession de psychiatrie adulte s'est constituée en développant un vocabulaire technique la distinguant du vocabulaire profane, mais aussi d'autres spécialités médicales dans un environnement compétitif. Et elle a très finement étudié le rôle que la catégorie de monomanie a eu au milieu du 19e siècle pour l'extension de la psychiatrie dans le champ judiciaire, qui est un de mes objets de recherche. D'autre part, j'ai repris certaines hypothèses de travail d'un historien, Steve Demazeux, qui travaille à Bordeaux actuellement, qui s'est intéressé au développement des méthodes numériques en psychiatrie adulte et plus particulièrement à l'évolution du concept de symptôme. Pour vous donner une idée de ces hypothèses de travail, cette évolution du concept de symptôme est bien illustrée par la manière dont les symptômes psychiatriques ont été évalués dans les enquêtes épidémiologiques aux États-Unis. Dans l'étude Midtown Manhattan, menée en 1956, dans l'étude épidémiologique, les symptômes étaient évalués par des cliniciens qui disposaient donc d'un savoir spécial pour juger de la présence ou non d'un symptôme. Alors qu'en 1976, la grande cohorte épidémiologique Catchment Area, les symptômes étaient évalués par des enquêteurs avec une formation de quelques jours, qu'autant des symptômes aboutissant à des scores de sévérité symptomatique. Donc c'est tout à fait ce type de question que je vais poser à ce corpus d'archives. Comment la profession de pédopsychiatrie s'est structurée en termes d'homogénéité de savoir, de pratique, de communautés cliniques, de communautés de chercheurs, et puis comment la sémiologie s'est structurée, et en particulier le développement d'une sémiologie technique en pédopsychiatrie, donc se distinguant du vocabulaire profane, et puis la place des méthodes numériques en pédopsychiatrie, qui, semble-t-il, sont assez différentes de la place qu'elles ont eue en psychiatrie adulte, et en particulier la place de la psychométrie. Ce qu'on entend par psychométrie, c'est donc la mesure des phénomènes psychologiques. Et ce que je voudrais introduire, c'est que la psychométrie se situe plus largement dans un courant qui est l'anthropométrie. L'anthropométrie, c'est la mesure de l'homme. Et c'est un courant scientifique qui émerge à la fin du 19e siècle et influence particulièrement la pratique pédiatrique, dans la mesure où de nombreuses caractéristiques physiques vont avoir un caractère développemental. Il va y avoir un très grand nombre de recherches qui vont être menées sur la croissance de la taille, du poids, d'indices de morphologie combinant les deux, et qui vont être progressivement utilisés en pratique clinique et qui vont être ensuite des modèles pour l'étude d'autres caractéristiques physiques et psychologiques. Dans un article que vous voyez en haut à droite de la diapositive, publié dans Annals of Human Biology, Tim Cole a bien mis en évidence le triple développement scientifique qui a eu lieu au cours du 19e et 20e siècle, c'est-à-dire à la fois la collecte de larges données anthropométriques, d'autre part, la création d'indicateurs statistiques et puis des progrès sur les représentations graphiques des données. Et donc c'est ce même courant scientifique, l'anthropométrie, qui s'intéressera au développement des caractéristiques psychologiques et en premier lieu celui de l'intelligence de l'enfant. Alors vous savez tous qu'au début du siècle, le psychologue Alfred Binet et le psychiatre Théodore Simon créent le premier test de mesure de l'intelligence, dont je vous montrerai d'ailleurs la première version et son interprétation, et qui était destiné à identifier de manière précise les enfants avec une déficience intellectuelle et le niveau de déficience intellectuelle, permettant ainsi de séparer ceux qui relèveraient d'une prise en charge dans les quartiers asilaires et d'autres enfants qui seraient dans des classes de perfectionnement qui sont plus tard devenus les CLIS et les ULIS. Donc voici le matériel que j'ai utilisé pour mener ces travaux de recherche. D'une part, un travail mené aux archives sur un des dispensaires, donc le Centre d'hygiène éducative et de rééducation psychomotrice de la Crételle, où j'ai travaillé sur des dossiers d'enfants qui ont consulté entre 1951 et 1963, des enfants qui avaient en moyenne 11 ans et demi.
Donc, c'est des archives qui sont conservées aux archives de la ville de Paris. Et je vous présenterai, donc c'est un article qui est actuellement en révision dans la revue Neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescence. Et j'ai également travaillé sur un fonds d'archives du quartier des mineurs de Fresnes, donc 118 dossiers, dont 20 ont une observation pédopsychiatrique entre 1933 et 1954. Et c'est un fonds d'archives qui est aux archives du Val-de-Marne. Voilà. Et pour compléter ce travail, j'ai participé, et principalement avec Loïc Loidreau, à l'étude d'un corpus d'entretien que lui-même avait mené pendant sa thèse soutenue en 2012, où il avait interrogé plus d'une vingtaine de pédopsychiatres pour avoir leur témoignage sur comment se passait cette période des années 60. Entretiens qui se sont principalement focalisés sur la naissance de la révolution pédopsychiatrique. Alors pour la suite de la présentation, on va donc examiner des matériaux bruts d'archives venant dans un premier temps du centre La Crételle et puis dans un deuxième temps du quartier des mineurs de Fresnes. Alors voici le dossier de Nicole. Donc c'est une patiente âgée de 12 ans et 2 mois qui vient consulter au centre La Crételle. Alors je ne vais pas pouvoir lire toute l'observation bien évidemment, mais je voudrais attirer votre attention sur quelques points. Tout d'abord, la grande attention qui est portée aux antécédents familiaux, hein, du père, on reconstitue sur plusieurs générations. C'est d'ailleurs cette minutie dans le recueil des antécédents familiaux et des descriptions des fratries qui a justifié leur conservation aux archives de la ville de Paris pour pouvoir participer à des études généalogiques. On voit que les équipes du dispensaire du centre La Crételle étaient très intéressées par les antécédents d'éthylisme, de syphilis, également de gaucherie. Alors, une des manières de rendre intelligible cette attention à l'histoire familiale est la théorie de la dégénérescence, qui est une théorie développée par deux psychiatres, Bénédicte Morel et Valentin Magnan, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec comme idée que les enfants vont hériter des vices de leurs parents, qui vont avoir tendance à s'amplifier. Alors l'alcoolisme étant le cas le plus paradigmatique, mais la syphilis aussi et la gaucherie peut-être dans une moindre mesure. Cette dynamique transgénérationnelle de la théorie de la dégénérescence est par exemple bien mise en évidence dans les romans du cycle des Rougon-Macquart d'Émile Zola, dont L'Assommoir, Nana Germinal, etc. Enfin, cette idée de dégénérescence, elle va imprégner durablement les conceptions médicales et hygiénistes et structurer l'examen clinique. Il y a beaucoup de similitudes hein, sur cette anamnèse avec les anamnèses qu'on mène à l'heure actuelle. Un autre point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est les lieux de vie de Nicole. On peut voir que à 4 ans et jusqu'à ses 5 ans et demi, elle a été confiée dans une famille où elle était bien traitée. Et à 7 ans, elle a passé 6 mois dans un aérium pour des problèmes respiratoires. Et donc ça, c'est cette question des lieux de séjour, qui n'était pas ma thématique principale de recherche, et un point qui a particulièrement attiré mon attention, puisque j'ai pu constater que environ trois quarts des enfants qui étaient pris en charge dans le centre La Crételle passaient au moins une année hors de leur famille, et que c'était une pratique qui était tout à fait fréquente, en tout cas à Paris, dans cette population. Tous les dossiers contiennent au moins un test de Binet-Simon. La plupart du temps, il est répété. Alors parfois, c'est pas un Binet-Simon, c'est un Terman à partir de 1958, et un peu plus tard, des cubes de Co ou des figures de Ré. Il y a quelques tests projectifs qui commencent à apparaître à partir de 1955. Euh, donc la cotation du Binet-Simon est assez simple. Vous voyez que c'est une échelle unidimensionnelle. On va réellement déterminer un quotient, c'est-à-dire le rapport, et vous avez la division qui est réalisée, le rapport entre l'âge développemental et l'âge réel de l'enfant. À partir du moment où il y a une année qui est complètement réussie, ici les 8 ans sont complètement réussis, on va ajouter 2,4 mois par épreuve qui est réussie, permettant d'estimer l'âge développemental de l'enfant et de réaliser le rapport. Alors, bon, les tests diffèrent un peu par rapport à des tests qu'on peut rencontrer dans nos échelles psychométriques. Vous voyez qu'ils ont un caractère très pratique. Il ne s'agit pas d'épreuves complètement nouvelles pour l'enfant ou dans des conditions expérimentales, non écologiques, telles qu'on peut l'avoir sur des épreuves de cubes à l'heure actuelle ou sur des matrices. On s'intéresse davantage à des compétences que pourrait avoir développé l'enfant à l'extérieur de l'école, la scolarité étant irrégulière, mais donc rendre sur un franc, reconnaître les pièces de monnaie, énumérer les mois, etc.
Bon, alors l'unidimensionnalité de l'échelle a pu contribuer probablement à, sous certains aspects, sous-estimer des difficultés qui seraient plus spécifiques de certains domaines de développement de l'enfant. La correspondance qui va être faite entre l'estimation du quotient intellectuel et le diagnostic qui va être porté n'est pas aussi direct que ce qu'on a à l'heure actuelle. Vous voyez que le quotient qui est calculé va correspondre, va être projeté sur une courbe où vont correspondre différentes catégories diagnostiques. Donc on voit que l'âge développemental, enfin les aspects développementaux sont pris en compte dans l'appréciation du quotient intellectuel qui est déterminé. Alors, les catégories diagnostiques sont indiquées en petit à droite du graphique. C'est assez douloureux de les lire parce qu'elles sont vraiment rentrées dans le registre de l'insulte à l'heure actuelle, mais on parlait donc de débilité, imbécilité, idiotie, etc., en termes de gradation par rapport à la sévérité des difficultés. En tout cas, cette manière d'appréhender le quotient intellectuel me paraît être un marqueur de l'influence du courant anthropométrique et probablement aussi de la tradition pédiatrique sur cette pratique. Alors, voici la suite du dossier, donc développement psychique, développement physique. J'attire votre attention sur le développement psychique. On est frappé de l'absence de technicité des termes qui sont employés pour décrire les aspects psychiques. Capricieuse, pas boudeuse, expansive, un peu molle, etc. Il n'y a pas de sémiologie à proprement parler dans la mesure où ces termes ne semblent pas renvoyer des catégories diagnostiques particulières. Dans la partie droite, vous avez les notes du docteur Dublineau qui est le responsable médical du centre et qui est un médecin qui est tout à fait intégré dans le cercle de Georges Hier, hein. Il est même assez représentatif de la neuropsychiatrie infantile. Il s'intéresse aux questions de latéralité dans un laboratoire dédié à la motricité de l'enfant. Il est très investi dans la lutte contre l'alcoolisme. Et puis, il a une pratique qui est assez diversifiée. Il s'occupe de ce dispensaire-là, aussi celui de la rue du Figuier, qui est un CMP maintenant. Il travaille dans un pavillon asilaire adulte et il participe aussi à un institut médico-pédagogique. Donc, vous voyez que les notes du docteur Dublineau contiennent énormément de mesures, hein. Là, ce que j'ai entouré, c'est la largeur de la main droite et de la main gauche et du pied droit et du pied gauche, avec comme idée que la latéralité naturelle serait le côté le plus large. Et donc, on s'intéresse à la concordance ou à la discordance avec la préférence manuelle, qui pourrait faire suspecter un problème cérébral chez le patient. D'autres scores très mystérieux qui sont des formules biotypologiques, c'est-à-dire des scores de morphologie de l'enfant. Et on est vraiment dans le cadre de la morphopsychiatrie, c'est-à-dire cette idée que des caractéristiques physiques pourraient renseigner sur des formes cliniques particulières. Alors, d'ailleurs, même si leur mécanisme n'est pas connu à l'époque, la trisomie 21 ou la sclérose tubéreuse de Bourdeville sont déjà bien écrites à l'époque, même si on n'a pas encore d'informations précises sur les mécanismes psychopathologiques. Donc, vous voyez, on sent dans cette observation médicale un fort besoin de langage mystérieux, qui probablement se démarque du psychologue par la sémiologie physique, et des scores pédiatriques également cryptés. Finalement, dans la situation de cette patiente, comme dans beaucoup de situations, l'essentiel des indices qui conduisent au diagnostic vont venir du Binet-Simon, les diagnostics de déficit de l'intelligence étant de loin les plus fréquents, mais également de questionnaires qui peuvent être utilisés pour évaluer les troubles du caractère. Ce qu'on entendait par troubles du caractère, c'est une forme de réunion de nos idées autour des troubles internalisés, externalisés à l'époque. Donc il y a très peu de sémiologie psychique parce qu'elle est très peu développée chez l'enfant à cette époque, en contraste avec son développement chez l'adulte. Pour vous pointer l'autorité que les tests psychométriques avaient dans le dispensaire du centre La Crételle, je vous montre l'histoire du jeune André, qui avait été vu au centre La Crételle en 53. On avait estimé son quotient intellectuel à 75. On souhaitait l'orienter vers un institut médico-pédagogique qu'on pensait adapté pour lui, à la fois les parents, à la fois les éducateurs. Mais André refusait parce que son niveau mental est jugé trop bas. Alors il revient au centre La Crételle. On refait une évaluation psychométrique en 1956, ce qui montre qu'il a un QI de 98 et il peut être ainsi orienté en 88C. Alors, c'est une anecdote, mais c'est pour vous montrer que très vite, dans la pratique pédopsychiatrique, ces outils psychométriques vont avoir une autorité importante.
Alors, on va aborder maintenant le quartier des mineurs de Fresnes entre 1933 et 1954. Hein. Donc, il y a 24 observations dans le dossier qui concernent 20 patients. Donc, la plupart des patients sont vus qu'une seule fois. La plupart sont des garçons. Hein. Je vous disais, en moyenne, ils sont âgés de 16 ans et demi. Alors, c'est pas à Fresnes qu'il y a l'évaluation psychiatrique. C'est dans ce qu'on appelait des centres d'orientation ou des centres de triage. Ils sont à Fresnes plutôt, soit en attendant une audience, soit une évaluation dans un centre d'orientation. Donc, les mineurs sont principalement impliqués dans des affaires de vol et seront, pour la plupart, envoyés en correction, généralement jusqu'à la fin de leur 20e année, dans ce qu'on appelait les institutions publiques de l'éducation surveillée, dont je vous présente la carte. Donc ça, c'est le réseau des institutions publiques d'éducation surveillée qui correspondait à la période que j'ai étudiée. Hein. Et un point qui est intéressant pour pouvoir apprécier les observations pédopsychiatriques, c'est que ces IPES vont différer en fonction de leur niveau de discipline, mais aussi du type de formation professionnelle, des profils, du travail que vont effectuer les mineurs dans ces structures. Par exemple, l'IPES de Hagnan, à côté de Montpellier, ou encore celui de Belle-Île-en-Mer, qui est très célèbre, sont particulièrement destinés aux mineurs réfractaires à l'autorité. On va orienter plus volontiers vers l'IPES de Fresnes-le-Château, comme vous le verrez, des personnes qui ont un déficit intellectuel. Alors que à l'IPES de Saint-Gaudard, c'est plutôt pour des mineurs qui ont des bonnes aptitudes manuelles et qu'on pourrait destiner à l'artisanat. On va travailler au vendange à Agnan, au champ à Saint-Hilaire. Ça va dépendre un petit peu des aptitudes physiques que vont avoir les enfants. Alors même s'il n'y a que 20 observations dans ce fonds, il est remarquable. Il est remarquable parce qu'il y a une très grande diversité de pédopsychiatres qui y ont participé et qui ont pour la plupart une position centrale dans le cercle de Jean Geyer. C'est ceux qui sont indiqués en bleu sur la feuille. Le premier résultat que j'aimerais discuter avec vous, c'est qu'il y a une très grande homogénéité entre les observations psychiatriques. On débute par une évaluation du niveau d'intelligence de l'enfant et de ses performances scolaires. Il y a un examen physique qui est réalisé, une synthèse des antécédents familiaux et du milieu familial, un examen clinique de la moralité de l'enfant dans la perspective éventuelle d'un diagnostic de perversion. Et puis, comme vous allez le voir, les observations se concluent souvent par un avis sur le niveau de discernement du mineur, qui va intervenir pour sa condamnation ou son acquittement, et aussi un avis sur l'orientation qui serait la plus appropriée pour l'enfant. Donc, vous voyez, si on lit cette observation, père mort en 1930, était tuberculeux et alcoolique. Donc là, on peut voir un peu vraiment des traces de la théorie de la dégénérescence dont je vous ai parlé. Il y a des éléments concernant la possible moralité de la maman. La mère est d'une moralité très faible, a déjà subi 2 condamnations, dont une de prison. Donc là, c'est intérêt pour le milieu de vie de l'enfant, et parce que la question peut se poser de confier l'enfant à un délégué à la liberté surveillée et donc un retour à domicile. On s'intéresse également à l'hérédité vésanique et de perversité éventuellement. Donc l'examen physique, il va porter sur la robustesse, l'état général du mineur. Il va mentionner certaines anomalies d'organes. Il y a le stade pubertaire qui est fréquemment rapporté, hein, toujours avec des scores cryptés dont on parlait, P4 à 2. Et puis, il y a des caractéristiques morphologiques hein, qui vont être décrites chez l'enfant. Je vous avais montré tout à l'heure les scores de biotypie qu'utilisait le docteur Dublino. Ici, le psychiatre, il me semble que c'est Paul-René Bise, par exemple, fait une description de la morphologie crânio-faciale de l'enfant. Donc, cette sémiologie physique, hein, acrocyanose, hypertrichose, puberté précoce, vous voyez, une très grande technicité, ce qui va contraster avec la sémiologie psychique, têtu, violent, emporté, paresseux, mais par contre extrêmement malléable, comme beaucoup débiles, etc., etc. Donc, un point qui a vraiment retenu mon attention sur ce fonds d'archives de Fresnes est le caractère polyvalent de cette sémiologie. Puisque, en fait, les informations qui vont être collectées par le pédopsychiatre vont servir à son évaluation diagnostique, mais, comme vous allez le voir, elles vont aussi contribuer
à les questions d'évaluation du discernement et d'orientation dans le circuit des institutions publiques de l'éducation surveillée. Par exemple, voilà, pour cet enfant, on peut tenter de lui donner un niveau scolaire correspondant à ses possibilités à Fresnes-le-Château. Vous voyez, les pédopsychiatres avaient une très grande connaissance des différentes caractéristiques des institutions publiques d'éducation surveillée et avaient une participation importante dans ces questions d'orientation. Ce mineur doit être dirigé vers les métiers simples, manœuvres spécialisées, mais ne jamais viser l'artisanat, sur lequel il peut se baser, par exemple, sur des éléments de l'examen clinique qui auraient pu aussi contribuer à une évaluation diagnostique. La robustesse, la constitution physique qui est décrite dans l'examen physique va aussi intervenir dans le choix de l'IPES en fonction des travaux qui vont être proposés aux enfants. Donc, pour conclure sur ces deux études, on peut voir qu'il y a une structuration professionnelle de la psychiatrie infantile avec une standardisation des pratiques, même avant la Seconde Guerre mondiale. Très peu de sémiologie psychique technique. Le vocabulaire technique va se déployer dans deux directions, les aspects médicaux non psychiatriques et l'utilisation des outils psychométriques, les deux étant fortement ancrés dans le mouvement anthropométrique. Donc les pédopsychiatres vont avoir une participation importante aux missions de l'orientation scolaire. Donc je vous en ai pas parlé, mais au centre La Crételle, les pédopsychiatres interviennent dans l'orientation vers des instituts médicaux pédagogiques pour certaines catégories d'enfants et selon le profil des instituts médicaux pédagogiques. Et puis dans le circuit de l'éducation surveillée. Donc la pédopsychiatrie avait une grande légitimité scientifique et à la fois le milieu scolaire et le milieu judiciaire avaient besoin de cette légitimité-là pour asseoir leur activité. Après, deux points qui sont plus hors champ, mais on voit qu'il y a une manière d'éclairer l'histoire de l'enfance à travers la manière d'accompagner les enfants avec des désordres de la vie mentale. Donc moi, je me suis particulièrement intéressé aux questions de séparation avec les parents, qui, comme on le verra, ont un rôle important dans la révolution psychiatrique qui va succéder à la période de la neuropsychiatrie. Et puis, on voit aussi comment la pratique clinique s'articule avec les théories étiologiques de l'époque. Et je vous ai parlé de la théorie de la dégénérescence et de la morphopsychiatrie. Donc, pour conclure, on peut séparer en trois périodes la pédopsychiatrie au cours du XXe siècle, qui vont se distinguer sur le plan des pratiques de soins et des savoirs. Celle dont on vient de parler, la neuropsychiatrie infantile, et qui va, d'une certaine manière, regrouper des missions qui seront plus tard distinguées en neuropédiatrie et pédopsychiatrie en 1968. La deuxième période, c'est celle de la révolution pédopsychiatrique, qui va émerger très rapidement à la fin des années 60. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est impulsée au sein même de la discipline et va poser de nouvelles valeurs éthiques et de nouvelles valeurs épistémiques. C'est bien sûr une période qui est caractérisée par le développement de la thérapie psychanalytique, mais elle est aussi et surtout profondément influencée par de très nombreux facteurs sociaux, tels que mai 68, les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale, mais également des facteurs politiques et intellectuels, tels que le développement du postmodernisme en sciences humaines et sociales. Enfin, la période contemporaine se démarque plus particulièrement de la période précédente sur le plan des valeurs épistémiques. Hein. Contrairement à la révolution pédopsychiatrique, ça va être un mouvement qui ne va pas être amorcé de l'intérieur de la discipline, mais plutôt de l'extérieur de la discipline, hein, comme vous le savez principalement par les associations de patients et par la communauté des chercheurs en sciences empiriques, qui vont réclamer une harmonisation des pratiques de soins avec les pratiques internationales. Et c'est une période qui est principalement caractérisée par la médecine fondée sur l'épreuve. Donc euh, voilà, il y a eu de grandes transformations au moment de la révolution pédopsychiatrique, hein, en ce qui concerne les lieux de soins, les pratiques de soins, les savoirs, les valeurs éthiques et les valeurs épistémiques. Et c'est intéressant de voir le regard que les acteurs de la révolution pédopsychiatrique ont pu porter sur la période de la neuropsychiatrie infantile. Et je serais ravi, peut-être, sur un futur 30 minutes, de venir le développer ici. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était passionnant. Vraiment passionnant. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions sur sur le chat, sur la partie questions-réponses. Merci beaucoup. Moi, je me posais déjà une question par rapport au lien entre... C'est une question en deux temps entre le lien psychiatrie de l'enfant et de l'adulte. Et justement, pour ces jeunes, est-ce qu'ils y restaient? Est-ce qu'ils étaient... En fait, jusqu'à quel âge ils restaient dans ces types de centres?
Et est-ce qu'il y avait un relais? Est-ce qu'on sait un petit peu ce qui devenait ensuite ces enfants en termes d'évolution? Euh, alors, je pense qu'il y a deux, enfin, j'imagine deux aspects alors, c'est vrai que il y avait des quartiers asilaires pour enfants. Euh, C'était des lieux qui, Euh, alors, faut avoir un petit peu de tact quand on parle de ça, mais euh, bon, c'était des lieux qui étaient principalement dédiés à des personnes atteintes de déficience profonde. Et le témoignage qu'en font les personnes qui ont connu ces quartiers pour enfants, et que c'était des lieux déshumanisants, marqués par des pratiques coercitives, qu'un confinement dans des pavillons surpeuplés, l'utilisation excessive de contention. Moi, j'ai vu une description par une interne, même dans les années 70, dans un pavillon qui pouvait parfois être appelé les pavillons de défectologie, où il y avait très peu de médecins qui y passaient, et souvent pas de pédopsychiatres d'ailleurs. Voilà, ça c'est vrai que c'est un lieu où il y a eu une unanimité au moment de la fin des années 60 pour dire que c'était inadmissible et pour faire en sorte qu'il y ait une fermeture progressive et des lieux. Voilà. J'ai l'impression qu'il y avait un autre aspect derrière votre question qui concernait les, les enfants qui étaient envoyés en correction dans les instituts publics d'éducation surveillée, puisque c'est vrai que j'ai dit que c'était des lieux dans lesquels ils allaient jusqu'à à la fin de leur 20e année. C'est vrai que il y a peut-être un point sur lequel je passe un petit peu vite, mais euh, en fait, ce sur quoi j'aimerais peut-être revenir à cette occasion, c'est que il y avait voilà, si le mineur était acquitté, ce qui arrivait dans la plupart des situations, il était confié à des instituts publics d'éducation surveillée jusqu'à la fin de sa 20e année. Donc ça pouvait être des peines qui étaient très longues. Par contre, si on considérait qu'il avait agi avec discernement, là, il était condamné en vertu de l'article 67 et à des peines souvent assez courtes, de quelques mois en prison. Euh, donc ça, c'est une situation qui a conduit à une forme de paradoxe. C'est que quand les mineurs étaient acquittés, ils avaient en fait des durées de- d'enfermement qui étaient bien plus importantes que s'ils étaient condamnés. Hein. Euh, et cette évaluation qui a lieu dans les centres d'orientation pour les mineurs et de triage va essayer de s'intéresser à l'acte, mais c'est plutôt l'acteur derrière et puis plutôt l'auteur, c'est-à-dire les déterminants de l'acte qui sont derrière et sur lesquels on pourrait éventuellement intervenir. Et là, sur la diapositive, vous voyez le type d'extrait qu'il y a dans ces, voilà, les conclusions du tribunal de grande instance, où vous pouvez voir qu'il y a la formule qui est déjà dactylographiée bah, jusqu'à sa majorité. Alors, les maisons d'éducation surveillée, qui sont ensuite devenues les instituts publics d'éducation surveillée, faisaient l'objet de très nombreuses polémiques dans la presse, compte tenu des mauvais traitements qui étaient administrés aux enfants, en particulier l'assiette au beurre, qui, par exemple, ici dénonce une des maisons d'éducation surveillée, la Métrée, mais vous connaissez peut-être le poème de Jacques Prévert, La chasse aux enfants à Belle-Île-en-Mer. Enfin, quoi qu'il en soit, au cours des années 20 et des années 30, l'éducation surveillée souhaite rationaliser la question de l'orientation des enfants dans ce type de structure. Et en fait, il va y avoir une véritable convergence entre le grand désir d'expansion de la psychiatrie infantile, avec l'énergie de Georges Euyer, et la volonté de scientifiser l'éducation du côté judiciaire. C'est ce qui a permis la grande pénétration dans le champ judiciaire, qui, sous certains aspects, rappelle la pénétration que la monomanie a eue un siècle auparavant dans le champ judiciaire en France. Je me suis un petit peu étendu, mais j'en profite pour Oui, développer. oui, oui. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, là, on a encore pas mal de temps. On a une question de Colline Agnier. Sait-on pourquoi il y avait cette tendance à envoyer l'enfant vivre à l'écart de la famille pendant 6 mois, un an? Euh, alors, c'est bah, c'est un sujet. euh, Quelques éléments sur l'histoire de l'enfance. Le XXe siècle a été nommé d'une manière un peu prophétique par Helen Key le siècle de l'enfance. Euh, euh, une des images qu'elle donnait, c'était l'occupation des logements
Par exemple, quand une famille avait un appartement avec 3 pièces et 4 enfants, au début du XXe siècle, les 4 enfants étaient dans la plus petite pièce sur des lits superposés. Vous voyez la différence maintenant, nous, au XXIe siècle, c'est-à-dire, je pense que c'est les parents qui dormiraient sur le clic-clac dans le salon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a la place que les enfants ont dans la famille, la valeur qu'ils ont. euh, un des livres d'histoire de la psychiatrie de l'enfant, écrit par Didier Jacques Duché, hein, qui a été chef de service de la Pitié-Salpêtrière, rapporte l'expérience que les familles avaient quand il y avait un décès d'un enfant au cours du 19e siècle. Et c'est quelque chose qui, comme beaucoup de choses dans ces archives, hein, heurte énormément notre sensibilité parce que c'était, voilà, les familles avaient beaucoup de supports sociaux sur le plan religieux, sur le plan amical pour supporter la mort d'un enfant. Ils arrivaient finalement assez facilement à rencontrer des personnes qui avaient vécu quelque chose de similaire. Euh, Assez tôt, enfin, Didier Jaguchet rapporte un événement où une famille informée du décès d'un enfant dans un placement en province et le père dit que ça a été un sujet de fâcherie pendant quelque temps. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas cette expérience terrible qu'on vit actuellement et c'est aussi lié à ces modifications de la valeur de l'enfance. Euh, je pense que, euh, euh, alors peut-être pour répondre à cette question, je prendrais plutôt le regard d'acteurs de la, de la révolution pédopsychiatrique, c'est-à-dire les personnes qui ont été impliquées entre disons, 1968 et puis la chute du mur de Berlin, ont développé une grande attention aux besoins affectif, relationnel des enfants. C'est vrai que c'est un intérêt qui est très peu présent au cours de la période de la neuropsychiatrie. Et évidemment, les traces laissées par la Seconde Guerre mondiale, on pense par exemple aux descriptions d'hospitalisme par René Spitz, les conséquences dévastatrices qu'il peut y avoir sur les séparations précoces entre les enfants et les parents, étaient probablement une sensibilité qui était moins présente pendant la période de la neuropsychiatrie infantile. Euh, et donc, c'était une pratique courante que l'enfant, qui est encore un infra-adulte, hein. Alors, ne parlons pas des enfants avec des gros désordres mentaux qui, eux, arrivaient presque dans l'infra-humain, hein, vu le type de traitement qu'ils subissaient. Euh, mais donc voilà ce qu'on arrive à sentir. C'est pour ça que, sous certains aspects, cette histoire de la psychiatrie de l'enfant, elle vient aussi s'inscrire dans un récit de l'histoire de l'enfance, quelque part. C'est en fait regarder l'histoire de l'enfance par le prisme de la manière dont on a accompagné les désordres de la vie mentale des enfants. D'accord, merci. Moi, j'ai trouvé ça intéressant aussi justement de voir que l'anamnèse était déjà hyper importante. Et on voit bien que dans les pratiques actuelles, ça reste un élément majeur. Est-ce que justement, quand il y avait quelque chose par rapport... Est-ce que les parents étaient accompagnés aussi? Est-ce qu'on avait quelque chose qui serait un peu comme aujourd'hui de la guidance parentale? Est-ce qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là? Très peu. Très peu. Disons que les missions d'orientation qu'il y avait dans ces structures, hein, étaient bien plus importantes que les dimensions de soins à proprement parler, hein. Euh, l- l- les parents étaient reçus avec l'enfant, étaient reçus seuls, et je ne sais pas s'il y avait des temps véritablement de conseils autour des troubles qu'avait l'enfant. Je pense que dans le cadre de la médecine hygiéniste et de prophylaxie, il devait y avoir des conseils d'hygiène qui devaient être délivrés. Mais en disant ça, je dois admettre que je n'ai pas vu de traces de Mm. ce type d'échange. Alors, c'est très limité, hein, comme recherche, hein. Les dossiers ont beau être très épais, il est parfois difficile de se représenter exactement ce qui s'y passait dans ces centres. Et même si parfois j'ai des entretiens qui ont été saisis verbatim, c'est difficile quand même parfois de restituer l'intention qu'il peut y avoir dedans. Euh, euh, il y a eu, hein, quand même des changements importants aussi sur la manière de conduire les anamnèses, hein. Il y avait des éléments qui, bah, par exemple, les questions de latéralité étaient quelque chose qui intéressait énormément les pédopsychiatres à cette époque-là. Les questions de gaucherie les préoccupaient beaucoup.
Et ça, c'est aussi un point qui m'intéressait, parce que par ailleurs, je fais un petit peu de recherche en épidémiologie et les questions de quelle manière on peut considérer que la latéralisation à gauche est un facteur de risque de troubles du neurodéveloppement. Et en fait, une question qu'on peut pas vraiment naturaliser. Parce que avoir une gaucherie dans les années 40, c'est pas du tout la même chose qu'avoir une gaucherie au 21e siècle. C'est-à-dire, quand on voit les, l'ampleur des complications obstétricales et des difficultés qu'il y avait en périnatalité chez les enfants, il y a de bonnes raisons de penser que voilà, parmi les personnes qui avaient une gaucherie, il y avait beaucoup d'enfants qui avaient effectivement eu une atteinte sur le plan cérébral qui pouvait expliquer leur gaucherie. Et en ce sens, ça constituait vraiment un très gros facteur de risque de tout un tas de difficultés. Donc c'est pour ça que je dis voilà, de mettre en garde de ne pas naturaliser. Et c'est vrai que des fois, quand on regarde, par exemple, des études qui sont faites, des méta-analyses qui vont s'intéresser par exemple, aux conséquences de la prématurité et qui incluent des études qui ont 30 ans d'écart. En fait, on Mm. mélange un peu tout et n'importe quoi parce que les progrès qui ont été faits en néonatologie sont tels qu'en fait, il y a probablement... on mélange des événements qui sont de nature très très différente sur le plan neurologique, probablement. Même. Euh, Oui, parmi les facteurs de risque qui étaient présents et qui nous intéressent peut-être moins, c'est le développement dentaire. C'est vrai. L'âge des premières dents, etc., les poussées. Il y a parfois des descriptions qui... Alors, je ne sais pas exactement ce que les pédopsychiatres en faisaient hein, de ces éléments-là, mais c'est vrai en ouvrant les archives du centre de la Crételle, dans la mesure où c'était un centre qui était dédié aux anomalies du développement moteur, je dois dire que j'étais assez intéressé. Enfin, je me disais que probablement je pourrais y lire des descriptions d'enfants, par exemple, qui présenteraient des formes, par exemple, de troubles du spectre de l'autisme. Même si la description se fera, enfin, elle s'est faite dans les années 40, mais elle a été vraiment intégrée dans la clinique française que bien plus tard. Mais la sémiologie psychique a tellement peu de précision et que, en fait, je pense que avec les mots, on ne serait pas capable de constituer des diagnostics rétrospectifs. Oui. De, probablement pas pour des formes de troubles du spectre autistique prototypiques, etc. Mais pour des situations qu'on qualifierait actuellement comme voilà, TSA-SDI, je pense que ce serait difficile de les retrouver dans ces observations parce que la sémiologie, parce qu'il n'y a pas de sémiologie psychique en fait. Mm. Ok, merci. Que permet de mesurer le questionnaire sur les troubles du caractère utilisés au dispensaire? Alors peut-être j'ai quelques diapositives là-dessus. Non, non, j'ai pas les diapositives. En fait, c'est un questionnaire qui est complètement, enfin qui est donc qui s'appelle le Woodworth-Matthews. C'est un questionnaire de 70 questions qui a initialement été utilisé chez l'adulte. Donc, dans ses dimensions, il a quelque chose de tout à fait adultomorphe, si on peut dire. C'est-à-dire que donc il y a des dimensions d'émotivité, mais il y a par exemple une dimension qui s'intéresse à la schizoïdie, une dimension qui s'intéresse à la paranoïa, une dimension qui s'intéresse aux aspects d'hystérie. C'est un questionnaire c'est un hétéro-questionnaire, mais qui est passé par le clinicien. C'est-à-dire, c'est le clinicien qui pose les questions et la famille répond oui, non. Euh, donc, c'est des réponses qui sont binaires et qui vont permettre d'avoir un certain type de score. Euh, et dans le découpage, l'organisation nosographique, c'est tout à fait calqué sur la psychiatrie adulte, ce questionnaire. Et c'est aussi une des sources des diagnostics de troubles du caractère, hein, les réponses qui sont données à ces questionnaires. On y retrouve l'instabilité, mais l'instabilité motrice de l'enfant a un statut un peu particulier dans les dossiers que j'ai pu constater. Elle intéresse, elle est relevée, mais elle est plus vue, je pense, comme un symptôme que comme une catégorie diagnostique à proprement parler, en tout cas dans la clinique du docteur Dublino. Je sais qu'à d'autres endroits à la même époque, il y a déjà des, des, des troubles caractérisés, mais c'est moins le cas dans les archives que j'ai consultées. Ok, merci.
N'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le fil. Et si on essaye si on essaye de mettre en perspective avec les pratiques actuelles ou essayer de voir un petit peu quels sont les changements majeurs de la révolution pédopsychiatrique. Est-ce qu'on... Euh, alors en fait, on aurait probablement plus de facilité à voir les correspondances entre la pratique contemporaine de la pédopsychiatrie et celle de la neuropsychiatrie infantile que faire des correspondances entre la période de la neuropsychiatrie et la révolution pédopsychiatrique. Je suis désolé, la phrase est un peu compliquée, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a probablement plus de similitudes entre la manière dont on travaille actuellement et la manière dont on travaillait pendant la période neuropsychiatrique que, il y a eu vraiment un changement très très important de cette période. Attendez, j'essaie de voir une diapositive. Si vous voulez, je vais vous pointer quelques différences qui peuvent être intéressantes à souligner. Oui. Alors, tout d'abord, sur bon, les lieux de soins, les quartiers asilaires, les avis sont absolument unanimes et les pédopsychiatres se sont écartés complètement de ces pratiques-là. En ce qui concerne les dispensaires d'hygiène mentale, Euh, le type de critique qui est formulé, c'est une critique sur le fait qu'il pourrait y avoir une approche qui soit un peu... alors le terme n'est jamais utilisé, mais qui soit scientiste, disons. Globalement, c'est des structures, les dispensaires, qui sont très critiqués par les pédopsychiatres parisiens, ou en tout cas ceux qui sont fortement intégrés dans la révolution pédopsychiatrique, alors qu'il y a un jugement qui est moins critique chez les homologues de province qui rapportent y avoir appris d'une certaine manière la pédopsychiatrie tout venant. L'éducation surveillée, alors là, le mouvement est massif. Les pédopsychiatres ont intégralement pris leur distance. Ils ont dit la délinquance, on la laisse à la justice. Le mouvement est très net. À partir de 68, il y a un retrait complet des questions judiciaires. Alors sur les pratiques de soins, je ne peux pas vous détailler toute l'étude qu'on a menée avec Loïc Loidreau, mais il y a quand même quelques points qui sont très intéressants. Euh, le premier, c'est que parfois dans les entretiens menés avec les pédopsychiatres, c'était assez difficile de savoir si les pédopsychiatres opposaient les pratiques de la révolution, la pratique révolutionnaire à la neuropsychiatrie infantile ou à l'époque contemporaine. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y avait peut-être plus de points de correspondance. Donc la sémiologie, la nosologie de Georges Euyer est souvent perçue comme se limitant à établir des déficits ou à associer, j'ai envie de dire, directement des signes et des entités nosographiques, là où cette clinique, qui est essentiellement psychanalytique, la cherchait plutôt à identifier des processus sous-jacents. La psychométrie, donc j'entends par là les tests. Alors, on met de côté les tests projectifs, mais ont été de moins en moins utilisés dans les années 70. Et même certaines personnes interrogées disent que dans les années 70-80, c'était très difficile de trouver des psychologues qui étaient formés à la passation de ce type de test. Hein. Et avec probablement, même si j'ai pas réussi à avoir des preuves au niveau de la faculté de psychologie de Montpellier, mais probablement une baisse importante de la formation des étudiants en psychologie sur ces questions de psychométrie. Voilà. Et c'est vrai que les pédopsychiatres de la révolution pédopsychiatrique avaient et témoignent d'une assez grande réticence envers la recherche empirique, hein, qui serait limité dans sa capacité à saisir la complexité des phénomènes psychiques. Mais là encore, c'est pas une critique qui est unanime de la part des pédopsychiatres, puisqu'on voit certains témoignages de pédopsychiatres, alors là encore, qui peuvent être en province ou qui sont connectés avec des laboratoires de recherche, qui, eux, au contraire, ont continué à avoir un intérêt pour la recherche empirique. Je pense à Montpellier, par exemple, à Charles Osius, mais on pourrait parler du professeur Lelore à Tours. À Paris, Clément Launay à l'hôpital Hérold, qui est devenu ensuite Robert Debré, ou encore à l'hôpital Necker, le professeur Riesen de Brérizen. Donc, bon, il y a quand même, il y a pas, c'est pas un mouvement qui est homogène, hein, le mouvement de la révolution pédopsychiatrique, mais on voit qu'il y a eu une vraie recomposition des valeurs éthiques et des valeurs épistémiques. La critique qui est faite sur la manière d'élaborer des savoirs, elle touche pas que la pédopsychiatrie, c'est-à-dire la critique qui est faite sur les études empiriques et en disant il vaut mieux se baser sur la, la manière de connaître le monde des sciences humaines et sociales
elle atteint plein d'autres disciplines, hein, pas seulement la pédopsychiatrie, mais la sociologie, aussi la manière de manier les concepts va aussi intervenir beaucoup en philosophie, dans ce qu'on appelle le postmodernisme. Pour le dire de manière très simple, attribuer les modifications qu'il y a eu au cours de la révolution pédopsychiatrique exclusivement à l'émergence de la psychanalyse est vraiment une simplification abusive. Il y a beaucoup d'autres facteurs sociaux, politiques, intellectuels qui doivent vraiment être pris en compte pour comprendre cette révolution qui est complexe et dont je ne prétends pas d'ailleurs avoir fait le tour. Mais voilà, dans cette étude que je vous esquisse là dans la partie questions-réponses, on a essayé de reconstituer par des entretiens la perception que les acteurs avaient eue de cette période-là qui a été très très importante. Oui, ça fait un apport vraiment très riche d'avoir justement ça, de pouvoir accéder à ça. Vraiment riche et intéressant. Est-ce qu'il y a certains points, là pour l'instant on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y a certains points que tu souhaitais peut-être approfondir un peu Non, mais je pense qu'on peut en rester là, hein. Je sais que c'est très dense comme présentation et comme c'est une période qui est assez mal connue, probablement ça va être difficile d'intégrer un peu toutes ces informations qui ont été transmises. Oui, mais et en même temps c'est très clair. Ça donne beaucoup de pistes de réflexion, je trouve. Et donc ça fera l'objet d'un article, c'est ça Alors, en fait, donc, bon, les articles ont été séparés. Donc, celui sur la crételle je pense, pouvoir être publié dans la neuropsychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Celui sur la prison de Fresnes, qui est l'article principal, est publié dans une revue d'histoire, qui est la revue d'histoire de l'enfance irrégulière et les entretiens, c'est-à-dire le témoignage des acteurs de la révolution pédopsychiatrique sur cette période de la neuropsychiatrie infantile et en révision dans les annales médico-psychologiques. Mais je pense que l'article sera accepté. Il y a beaucoup encore d'autres informations sur la manière de considérer d'autres aspects, les relations avec les patients, les relations avec les familles, la question des traitements, la question des diagnostics, etc. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de changements dans et c'est pour ça que le terme de révolutionnaire pour cette période-là est certainement approprié. Hmm. Voilà, comme ça au moins ça nous donne des possibilités d'approfondir. On a aussi voilà, un des commentaires qui dit qu'effectivement c'était vraiment intéressant et passionnant de pouvoir faire ce type de recherche. Merci, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de votre invitation. Donc on va s'en tenir là pour aujourd'hui. Le prochain 30 minutes avec sera le 20 février avec Sébastien Dupont sur l'implication des pairs dans les dispositifs psychomédico-sociaux. Autre sujet intéressant. Encore un immense merci. Merci de Euh, votre invitation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et donc, ça sera accessible en replay, je pense, d'ici demain. Merci Euh, beaucoup. Entendu. Au revoir. Bientôt. Au revoir. À bientôt.